Bonjour et bienvenue dans l'année sobre, 3e saison de Un peu plus léger. Moi c'est Fanny. Et moi c'est TK, et cette année on va suivre mon année sans alcool. Alors après une première saison qui parlait de diététique et une deuxième sur le bien-être mental, Je me suis rendu compte qu'il y avait un lien entre les deux, ma relation avec l'alcool. dans cette saison, on va donc suivre l'expérience de TK, parfois pas si simple. Mais très enrichissante. Bonne écoute! Aujourd'hui, on a un super épisode. C'est un épisode avec un addictologue qui a eu lieu environ 6 mois après le début de l'année sobre de TK. Et on s'est dit que dans le cadre de ce podcast, c'était plutôt intéressant de le mettre un peu plus rapidement parce que si vous nous écoutez depuis le début, vous avez sûrement pas mal de questions qui sont arrivées. Et ce monsieur en apporte beaucoup de réponses. Exactement, donc ce monsieur s'appelle Jean-Pierre Couteran. Et en fait, quand on avait cherché un addictologue, je ne savais pas qui parlait en fait. Donc j'ai eu l'opportunité de parler avec Grégory Puy de le podcast de Vlan. Il m'a suggéré Jean-Pierre Couteran. Et franchement, on est très très content du moment que nous avons passé ensemble. Et c'est pour ça aussi on a avancé un tout petit peu pour faire ça pendant Dry January, parce que parfois on peut parler de l'alcool, mais aussi peut-être il faut parler de l'addiction. Et vous allez voir, on avait plein de questions et qu'il a répondu avait vraiment... on est aux anges, en fait, de cette interview. C'est pour ça que c'est un des épisodes les plus longs aussi. On est carrément sur presque 1 heure dans cet épisode. Normalement, on a pensé de couper, mais on se disait, tellement on a passé un bon moment avec lui, que vous aussi, nos chers écouteurs, vous allez passer un bon moment aussi. Ouais. Jean-Pierre Couteron, c'est vraiment quelqu'un qui est très doux, très ouvert, dans une position très, très non jugeante. Donc, c'est un plaisir de l'écouter. Donc, on y va tout de suite. Alors, nous sommes très contents d'avoir avec nous aujourd'hui Jean-Pierre Couteran, qui est psychologue clinicien, ancien président de Fédération Addiction, ancien président de Fédération Addiction. Vous avez aussi plusieurs livres à votre actif. Petite question, en fait, est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier? Parce que nous, avec Fanny, on ne connaît pas très bien qu'est-ce que c'est le métier d'un addictologue, en fait. Je peux vous en parler en quelques mots. Effectivement, l'addictologue, c'est le ou la personne qu'on va voir pour arrêter une consommation de substances psychoactives, si on prend la définition la plus scientifique, ou de plus en plus de nouveaux objets qui ont des effets psychoactifs. On aura peut-être l'occasion de croiser à distance. Par exemple, ces derniers temps, on s'emballe beaucoup sur les écrans, les jeux vidéo, et puis plus classiquement, les jeux de hasard et d'argent. Bon, je crois que vous aviez d'être un ancien sportif. On repère certaines addictions au sport, on repère certaines addictions comportementales à la sexualité. Voilà, donc l'addictologue, ou la addictologue, c'est quelqu'un qu'on va voir quand on veut arrêter. Et tout le problème commence là. Qu'est-ce que ça veut dire vouloir arrêter? Et qu'est-ce que ça veut dire aller voir quelqu'un qui va quand même avoir pour mission de nous priver de quelque chose qui, à un moment, nous a quand même été utile, même si c'est devenu problématique. C'est ce qui fait que l'addictologue, c'est comme le dentiste, c'est quelqu'un qu'on rencontre souvent en urgence quand on a mal, et en même temps, on lui dit, ne me faites pas plus mal que je n'ai déjà mal. Voilà. Et ça rend les choses compliquées. Après, l'addictologue, il va, selon son envie, s'intéresser soit à un ou deux produits, parce qu'il y a quelque chose de commun dans l'addictologie, mais il y a quelque chose de spécifique dans les conséquences. Par exemple, il va s'intéresser plus à l'alcool, plus à l'héroïne, plus à la cocaïne, ou bien il va rester, ou au tabac, hein, ou bien il va rester généraliste, il va s'occuper de toutes les addictions. Il peut tout à fait avoir ce choix d'orientation. Voilà. Donc, c'est on a tendance à dire dans notre domaine que la série des produits et des objets psychoactifs s'est enrichie, diversifiée au fur et à mesure des progrès techniques et de la mondialisation. Donc, Addictologue rend possible de s'occuper de plein de produits, substances et objets différents. Ok. Et donc, à partir de quel moment on considère qu'on est addict à quelque chose ou qu'on a un comportement addictif? Alors là, il y a plusieurs réponses. Vous imaginez bien que les professionnels adorent les débats techniques qui leur permettent de s'engueuler entre eux. Je vais vous donner la réponse la plus générale, la plus classique. C'est un psychiatre américain, un Goodman, qui dans les années 80 dit, ben, après tout, l'addiction, ce n'est jamais qu'un comportement.
au début, normal, d'usage. On prend une substance qui a pour but donc il y a la notion de comportement, qui a pour but de nous procurer un effet. Hein. On le fait parce qu'il y a une motivation pour le faire. Et cet effet, d'ailleurs, lui, il en donnait deux grandes familles. Aujourd'hui, on en donne trois. Il y a se faire plaisir, ou se faire encore plus plaisir, se faire se soulager, avoir de moins en moins mal, ou bien, et on le voit avec le sport, être de plus en plus performant. Aujourd'hui, le dopage, c'est pas réservé aux sportifs, c'est réservé à des gens ça va concerner des gens dans le boulot. Voilà, l'idée de l'homme augmenté est participée par tout le monde. Donc, un comportement plutôt normal, de faire usage d'une substance ou d'un objet pour se procurer un effet. Cet effet, au début, il répond à ce qu'on voulait, et puis on devient addict au moment où on se rend compte que l'on en a perdu le contrôle. Voilà. Alors, comment on se rend compte qu'on en a perdu le contrôle? C'est très différent. Parfois, c'est l'entourage qui nous le dit en premier. Nous, on a encore l'addict, il a encore le sentiment d'avoir le contrôle. C'est le fameux pilier de bar qui en est à son Xème, on va pas faire de publicité, boisson anisée, et à qui quelqu'un dit tu devrais arrêter. Oh non, non, mais j'en ai à peine bu trois quatre, ça va, j'en ai assez. Voilà, c'est quelqu'un de l'extérieur. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en rend compte? Parfois, c'est des accidents, hein, y compris accidents de la route, accidents de santé. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en rend compte? Dans d'autres addictions, c'est des conséquences financières, budgétaires. On a tout perdu au jeu d'argent, ainsi de suite. Voilà. Donc, euh, mais c'est cette idée, un comportement qui a servi à quelque chose et il devient addictif quand on en a perdu le contrôle. Ce qui ne veut pas dire, et j'en aurais fini avec cette question, qu'on n'a pas des problèmes avant. Mais les problèmes peuvent être hors addiction. Par exemple, si on fume ou si on boit, on a des problèmes de santé par rapport au cancer, mais qui ne sont pas la même chose qu'une addiction à l'alcool ou qu'une addiction au tabac. Voilà. Hein, donc, C'est intéressant dans mon parcours d'arrêter de boire. En fait, j'avais beaucoup de liens et j'avais pas forcément compris ça tout de suite, mais avec l'arrêt de clope aussi pour moi. Et en fait, je dis finalement, il y avait plein de petits liens qui s'est fait tout naturellement. Donc j'ai bien entendu l'idée de, en fait, on prend une substance pour se faire plaisir et soulager. Et je pense qu'on va revenir sur ça parce que, ou peut-être on veut aller tout de suite, mais les réactions. Donc quand j'arrête de boire, en fait, ça veut dire dans un sens, j'arrête de me faire plaisir aussi. Et comment est-ce que je fais dans les premiers mois, on va dire, dans le début, comment est-ce que j'assume cette chose? alors, j'espère bien que arrêter de boire, c'est pas arrêter de se faire plaisir. Voilà. Mais il y a eu un moment, et on va parler du plaisir, mais on va pas parler que du plaisir, parce que les trois axes qui étaient donnés peuvent se mélanger, se compléter, ou être différents chez chacun. Il y a soit se faire plaisir, soit soulager une souffrance, une douleur, et parfois c'est des histoires dégueulasses, hein, qu'a vécu la personne, des violences dans l'enfance, des abus sexuels, de la maltraitance, les problèmes de migration, de trauma de guerre, ainsi de suite, hein. Soit tout simplement vouloir être plus performant, plus fort, plus rapide, plus truc, ou moins timide, le plus étant voilà. Voilà. Donc, il y a un moment où effectivement, par exemple, quand on boit, c'est pour faire la fête. Ouais, vous avez repéré que j'étais d'origine du Sud-Ouest. Il y a un grand club voisin de la ville où j'ai grandi, Toulouse, qui vient d'avoir la Coupe d'Europe. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, la moitié des clips les montrent en train de faire la fête avec des boissons qui ne sont pas que de l'eau. Et si on arrivait dans une soirée comme ça en disant tout le monde à l'eau, on serait vécu comme des rabat-joie. Et pourtant, et pourtant, on est quelques-uns à pouvoir faire l'expérience d'aller s'éclater. Moi, je continue d'aller dans des stades, je continue de faire la fête avec mes potes, mais j'aime bien leur montrer que je ne suis pas obligé de consommer de l'alcool à ce moment-là pour faire la fête. Et c'est important de faire entendre que, bien sûr, sur le moment, la substance psychoactive va rajouter un plus, mais que ce plus, on peut peut-être le rajouter autrement, ou en tout cas, on peut ne pas prendre l'habitude de le rajouter automatiquement avec cette substance. Voilà, c'est un point important. Donc, ce que j'entends, c'est que finalement, c'est aussi arriver à garder le choix de faire ou de ne pas faire. Et d'être aussi Tout à l'aise bêtement, avec le fait de faire ou de ne pas faire. Voilà, avoir ce choix constant de notre comportement vis-à-vis d'une substance.
tout bêtement. Et on le retrouve des fois en prévention, où on va dire que c'est aussi important de prévenir la personne des dangers, des risques, voilà, de faire du dissuasif, entre guillemets, fais attention, là, que de lui dire, il faut le faire, hein, faut pas avoir peur de dire les risques, mais c'est presque, faut pas se piéger à ne faire que ça, parce qu'il y a un autre versant de l'autre côté qui est, mais aussi, apprends, continue d'apprendre à faire autrement, à ne pas dépendre de cette seule solution, que de temps en temps tu aies besoin de ça. Après tout, si c'est ton choix, pourquoi pas? Moi, je ne prône pas forcément une société où tout serait interdit, où tout serait empêché, mais que tu ne puisses passer que par ce chemin-là, au bout d'un moment, tu le regretteras. Et donc, dans l'enfance ou dans l'adolescence, quand on accompagne les dernières étapes de construction de nos enfants, hein, par exemple, c'est important de continuer de se battre, non seulement pour leur dire c'est dangereux, ne le fais pas, ou ne le fais pas trop tôt, ou ne le fais pas n'importe comment, mais de leur donner des occasions de le faire autrement. Voilà, Mm. quand ils ont passé une super soirée à s'amuser sans avoir consommé, hein, eh ben, ils ont enregistré cette expérience qu'ils sont capables de se faire plaisir sans avoir eu besoin de consommer. Et voyez, je vais vous donner un exemple inverse, un exemple thérapeutique, si ça vous intéresse. J'ai un patient que j'accompagne en ce moment, qui est un type assez extraordinaire, une force de la nature, hein. Et il est en train de rentrer dans des grandes séquences de sobriété. Et l'autre fois, il m'envoie un message en disant, Poutron, parce qu'on communique beaucoup comme ça, Poutron, vous avez une solution pour que devenir sobre soit pas devenir un vieux, ne pas m'éteindre petit à petit comme rien machin chose à la fin des affranchis et devenir une espèce de... Je dis, mais oui, t'inquiète pas, on va faire en sorte que devenir sobre ne soit pas rentrer dans une vie monacale qui n'est pas celle que tu as choisie. Voilà. En fait, il y a plein de questions ici parce qu'il y a l'idée on va dire, pourquoi arrêter? Ce qui est intéressant dans la nourriture, Fanny a dit tout au début de notre travail ensemble, elle a dit, bah, c'est quand on peut plus, en fait, quand il y a quelque chose qui va mal, en fait, c'est là où on va peut-être demander de l'aide. Mais peut-être ma question, c'est, ok, quels sont des freins pour des personnes aujourd'hui qui nous écoutent, qui disent, ouais, peut-être je vais faire 1 an sans alcool, ou même le Dry January, juste un seul mois, ou quels sont des freins que ces personnes peuvent rencontrer, en fait? C'est des petits trucs dans la tête qui disent, non, mais tu peux pas. Alors, pour faire simple, je suis capable aussi de faire des réponses courtes, hein. Pour faire simple, il y a deux types de freins. Il y a les freins qui est que au moment où on est devenu addict, ça veut dire c'est un comportement appris. Ça veut dire que dans le cerveau, c'est un comportement qui est devenu ancré, repose sur des habitudes, sur des mécanismes automatiques. Justement, ces mécanismes qu'on a tous dans notre vie quotidienne pour bien fonctionner, qui sont hors contrôle. Il y a beaucoup de choses dans notre vie quotidienne, sans que ce soit problématique, qu'on fait hors contrôle. Parce que si on devait tout analyser, tout contrôler, à chaque fois dire tu peux y aller, tu vas pas, on se casserait la gueule à vélo, on n'arriverait pas à faire télé. Voilà, plein de choses qu'on fait sur le mode réflexe. Quand on a pris l'habitude d'une substance psychoactive pendant X mois, X années, il y a tout un tas de mécanismes qui se font hors contrôle. On rentre dans un lieu, automatiquement on allume sa cigarette. On se pose dans un fauteuil, automatiquement on prend un café. On rentre dans un endroit. Voilà. Donc, il y a tous les mécanismes qui sont dus à ça. Et puis, il y a la deuxième boîte, pour faire simple, qui est parfois, on est rentré dans ces comportements parce qu'ils ont vraiment servi à quelque chose au nom d'une souffrance interne, autant d'une difficulté dans le monde du travail, autant d'un mal-être dans sa vie quotidienne. Et il y a une petite voix qui dit, ouais, mais si tu enlèves là le voile que tu as mis, tu vas retrouver ton problème. Ah Et ouais. non seulement tu vas retrouver ton problème, mais tu vas le retrouver aggravé parce que ce que tu as fait pendant X années, c'est pas le traiter, c'est le mettre de côté. Voilà. Et je me rappelle d'un patient qui me disait, ouais, ok, on va essayer. Mais la rage que j'ai en moi par rapport à ce dont j'ai été victime, vous êtes prêt à l'absorber quand elle va sortir? Ah, je dis, ouais, t'as raison, la rage, elle va tout éclabousser. Donc il faut qu'on prépare ça. Voilà, donc les deux boîtes, la boîte des habitudes, du mécanisme du cerveau programmé, et la boîte de l'homme blessé, de la femme blessée, de la souffrance, du mal-être. C'est pas forcément toujours dramatique, mais en tout cas de quelque chose qu'on a laissé de côté et qu'il va falloir retrouver.
C'est intéressant parce qu'il y a vraiment énormément, je pense que Thierry, tu sais ce que je vais dire, énormément de liens avec le comportement alimentaire et voilà. Vous C'est savez que très intéressant. vous savez, dans les débats de spécialistes, il y a une partie des spécialistes qui ont voulu annexer les troubles alimentaires dans les addictions et d'autres qui ont dit non, il faut les laisser à part. Mais effectivement, on C'est... sait qu'il y a il y a des champs communs, en tout Mm. cas. Et est-ce qu'il y a différents, entre guillemets, niveaux d'addiction? Est-ce que vous avez des échelles de mesure, des questionnaires, des choses qui pourraient, où finalement l'addiction, voilà, c'est ce que vous venez de nous expliquer, puis le niveau est pas si important. Je sais pas si je me Ah fais bien si, comprendre. il y a des niveaux, mais les mesures sont pas très intéressantes. Je vous donnerai plutôt l'image d'un collègue suisse, Daniele Zolino, qui dit c'est comme une ornière. Voilà, comme l'eau dans un chemin de campagne et qui a creusé une ornière. Il y a une ornière qui a été creusée depuis quelques heures. Elle sera assez facile à combler. Ce sera assez facile de s'en sortir, de détourner le petit filet d'eau, de le faire repasser dans le fossé où il doit passer et de pas faire de problème. Il y a des ornières qui ont été creusées pendant 10 ans. Ça va être un peu plus difficile. Il y a des ornières qui ont été creusées pendant 40 ans. Voilà. Donc, dans l'ornière, il y a la durée. Puis dans l'ornière, il y a si on prend cette image, il y a une deuxième caractéristique qui est la qualité du terrain. Donc, chacun d'entre nous a une personnalité qui ferait que, voilà, donc il y a des terrains plus difficiles à travailler que d'autres. Et puis il y a la troisième caractéristique, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette déviation à un moment? Qu'est-ce qui fait que l'eau, qui normalement aurait dû passer là, est passée là? Et on revient à ce que je vous ai précédemment, il y a parfois des histoires derrière. Voilà. Donc il y a ces trois paramètres, l'ancienneté, le type de personne, on pourrait dire des vulnérabilités aussi bien génétiques que psychiques, historiques, et puis les événements ou pas déclencheurs qui vont nous permettre de classer les addictions et parfois sans jouer les devins, de dire à quelqu'un, ben, on va s'y mettre, mais donnez-vous du temps parce qu'on ne le fera pas en 3 mois. Et à l'inverse, de dire à certains jeunes qu'on voit, qu'on réussit à voir dans ce qu'on appelle l'intervention précoce, c'est-à-dire en les rencontrant dès le début, là, mais t'inquiète pas, t'es pas addict, t'es pas encore addict. Tu as des comportements de surconsommation qu'on va aider à régler, mais te fais pas peur et n'hésite pas à venir me voir parce que tu vas te dire, putain, les petits, on en prend pour 10 ans. En 3 mois, ça va être réglé. Ça, c'était une question qu'on avait aussi, mais à quel moment il faut faire appel à un spécialiste, en fait, là-dessus? Ben, c'est comme dans la plomberie, le plus tôt sera le mieux. Non, mais voilà, mais ou comme le dentiste. Mais simplement, on sait bien que au début, on se dit toujours, je vais le faire moi-même, j'ai pas besoin d'eux. Voilà, la première fois que j'ai mal aux dents, je camoufle en disant, ah, je vais passer à autre chose, je vais prendre un petit truc, là, une petite aspirine très français pour pas avoir mal. Je vais avoir un peu de pensée magique, ça va bien passer tout seul, je vais pas être obligé d'aller voir l'autre sadique. Mon dentiste est au courant. Un jour, je me suis trahi dans une émission de télé où j'avais spontanément hurlé que la profession de santé que je détestais le plus à les renvoyer, c'était le dentiste. Donc, je peux continuer de le dénoncer à distance. Il m'aime beaucoup. Don't Il get fera in pas de trouble. procès. Don't get in trouble. Superbe. Mais pour les personnes qui nous écoutent, qui disent, OK, bah, peut-être je me lance sur cette histoire, tu avais parlé de l'exemple d'une personne qui dit, bah, tiens, tu vas m'enlever le plaisir, et tu as dit, non, non, je vais pas t'enlever le plaisir, mais il y a l'autre côté qui est le soulagement. Et qu'est-ce qu'on fait alors pour gérer ce besoin d'être soulagé? Et si on a, comme Becky, l'alcool ou une autre substance, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour, on va dire, soulager autrement? D'abord, ça va peut-être vous surprendre l'un et l'autre, mais la première chose, moi, que je fais, c'est de passer du temps sur trois axes pour ces personnes-là. La première, leur dire, il n'y a rien de bien qui se fait dans l'humain si on ne respecte pas le temps, la temporalité. Voilà. C'est-à-dire que élever un enfant, ça prend du temps. C'est vouloir transformer un enfant ou faire un adulte en quelques semaines, c'est faux. Voilà. Donc, quand on est adulte et qu'on a des souffrances, se dire, mais on va s'en occuper et on va prendre le temps de s'en occuper. La deuxième chose, c'est de lui dire ce que tu as fait. Souvent, l'addict, il a honte, il a un stigmate. Alors, il le cache parfois dans des trucs de provocation, ou à d'autres moments, il l'a tellement intégré qu'il se prend pour un sous-homme, une sous-femme. Voilà.
c'est de lui dire non, le comportement, l'addiction, ça peut être à la fin un problème, mais le comportement d'usage, prendre quelque chose pour aller mieux, c'est profondément humain, c'est même ce qui caractérise l'espèce humaine. L'être humain s'adapte et se soulage parce que son cerveau lui permet d'inventer et non pas en se transformant. L'être humain a appris à aller sous l'eau, non pas en développant des nageoires et des ouïes, mais en construisant des véhicules pour aller sous l'eau. Il a appris à voler, non pas en se transformant et en se mettant des ailes, mais en construisant des avions. Eh bien, il a appris à pas avoir froid, non pas en se faisant pousser des poils et en devenant un monstre, un animal, mais hélas, en chassant l'animal pour lui piquer ses poils et se faire des manteaux, des fourrures. Voilà. Eh ben, toi, tu as fait comme tout être humain, tu as eu mal et tu as trouvé quelque chose qui t'a soulagé. Et petit à petit, tu t'es piégé à cette chose qui t'a soulagé. Donc, la deuxième chose, c'est de lui dire ton comportement, il est profond humain. La première, c'est il te faut du temps. La troisième, c'est encore plus pour toi, puisque tu as été blessé, puisque tu souffres et que tu veux tu veux sortir de cette solution qui maintenant est un piège pour toi. Eh ben là, on va d'abord commencer par te mettre dans un environnement favorable. On va d'abord commencer par te mettre dans un lieu qui te protège. J'utilise souvent l'image de la tanière. Un animal blessé, il va se mettre dans une tanière, il va se mettre à l'abri des autres, et donc on va lui dire, on va commencer à travailler alors à plein de niveaux, en cherchant un lieu où tu seras bien, en travaillant avec ta famille, avec ton entourage pour qu'ils te foutent un peu la paix, en aidant des gens qui sont autour de toi à avoir des interventions qui sont plus aidantes, parce que parfois on veut aider, mais on dérange. Voilà. Donc, par rapport à ces personnes-là, on va d'abord avoir ce temps-là d'alliance, et puis on va avoir un deuxième et un troisième temps. On va jouer comme dans des écluses, tu sais, pour mettre à niveau. C'est-à-dire que, allez, là maintenant, tu as compris que t'es pas une merde parce que sous prétexte que tu as bu ou que tu t'es injecté ou que tu as sniffé. Tu as compris que c'était une histoire de vie, donc il faut que tu donnes un peu de temps et tu te considères pas comme minable parce que au bout de 3 mois, tu n'as toujours pas réussi, tu continues d'échouer, tu te dis, OK, il faudra du temps. Tu vois qu'on a réussi à commencer à construire un environnement autour de toi où tu te sens un peu mieux, on va commencer à travailler sur les habitudes, cette partie du cerveau qui s'est conditionnée, et puis on va commencer à rattraper ta douleur mentale, ta douleur psychique. On va commencer à parler de ce qui s'est passé quand on a abusé de toi, quand tu as été un bouc émissaire, quand tu as été harcelé, quand tu as été maltraité. On va commencer à travailler sur la souffrance mentale. Et il y a des thérapies spécifiques qui viennent soulager ça, qu'on ne peut pas mettre d'entrée de jeu. Ce serait pas efficace d'entrée de jeu, mais qu'on va petit à petit euh, commencer à lui proposer, ou simplement parfois lui dire, tu sais, encore, voilà, dans 3 4 mois, on pourra passer à cette phase-là, si tu veux. Mais le fait qu'il sache qu'il y a quelque chose va être important. Il y a tellement dans cette repense. Il y a le côté le temps. Il faut le temps pour s'ajuster, pour comprendre. Il y a l'humain de rendre compte. Ok, j'ai peux faire des erreurs où je suis humain aussi et c'est une bonne chose. Il y a le côté donc si j'ai bien entendu, c'est l'idée qu'au fait je me mis dans une situation favorable. C'est très intéressant parce que dans ma parcours, on va dire, il y avait un parti où, en fait, je disais à Fanny, je sors de mon cocon. Après 6 mois, en fait, bien sûr, je suis pas allé forcément dans le bar du coin pour prendre le café, ou je suis pas allé au bistrot. Et finalement, après 6 mois, j'ai commencé à sortir un petit peu. Donc, j'identifie vraiment dans cet aspect-là. Et en parlant de ça, il y avait une espèce de, pour moi, après on va dire 1 mois ou 2, j'ai ressenti une espèce de soulagement au début, d'arrêter de boire. En fait, il y avait une histoire un grand question entre nous deux, mais est-ce qu'on a le choix ou pas le choix? Et pas avoir le choix, ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que c'est normal de ressentir un soulagement? Bien sûr, on a tous besoin d'être gratifiés dans nos décisions. On a tous besoin d'être gratifiés. Et parfois, un, un- un piège des thérapies, c'est qu'elles mettaient la gratification au bout de parcours. Il faut que tu fasses 1 an pour que tu aies le droit à telle chose. Enfin, je donne toujours cet exemple. Moi, je suis pas montagnard, j'adore la mer. Voilà. Et parfois, quand vous allez en montagne, on vous dit, tu vois, monte là-haut, ça va être magnifique. Ou bien, de mon côté,
prends un voilier, traverse l'Atlantique, tu vas voir, ça va être la plus belle expérience. Si vous n'êtes jamais monté sur un voilier et qu'on vous dit, pour prendre du plaisir sur la mer, il faut traverser l'Atlantique, dire, OK, bouge pas, je reste sur place et puis va faire ton expérience. Si on dit, ce sera beau quand tu seras monté là-haut, on dit, vas-y sans moi. Si on lui dit, monte un peu, regarde là, à 100 mètres, il y aura déjà un point de vue qui sera génial. Personne, elle va faire ses 100 premiers mètres, elle aura pris 10 mètres d'altitude, ça nous paraît ridicule, mais elle, pour la première fois, elle découvrira ce paysage-là. Et si on lui donne le temps de ressentir, elle se retourne vers vous, elle dit, allez, je refais les 100 mètres en plus, là, juste pour voir le deuxième paysage. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de tricher. Elle sait bien que le but, on aimerait qu'elle aille au bout, ou même parfois, comme dans ton exemple, tu te l'es donné l'objectif de dire, il faut que je fasse 12 mois. Mais si je fais déjà le premier mois, et pour certains, alors pour inverser ton exemple, on va leur dire, mais te donne pas déjà l'objectif, donne-moi. Donne-toi l'objectif de 2 jours. Donne-toi l'objectif de la soirée de ce soir. Voilà, la personne qui avait peur de son plaisir, je me rappelle la première fois qu'elle m'a fait un message, quelqu'un qui est dans un milieu où tout le monde boit, tout le monde fait la fête, la première fois qu'elle a quitté la soirée à 1 heure du matin en n'ayant rien bu, elle m'envoie un message en disant, voilà, je l'ai eu. C'est tout. Je ne sais pas ce que je ferai demain. Je dis, mais ouais, mais au moins celle-là, tu l'as eue. Voilà. Donc oui, dans cette sortie du mécanisme, on a des gratifications qui doivent venir dès le début, pas comme une récompense à la fin, mais dès le début, et c'est important de se les accorder. C'est plus difficile sur la partie plus intime, c'est plus difficile sur les parties traumatiques, c'est plus difficile sur les parties, et là, c'est plutôt la protection qui va fonctionner au début que tout de suite le soulagement. Moi, ce que j'entends dans toute notre discussion, c'est que pour sortir de l'addiction, il y a un réel besoin d'être accompagné. Parce que effectivement, même les étapes, etc. Puis tout à l'heure, la question de Thierry qui était ok, qu'est-ce qu'on fait finalement? On n'a plus cette béquille, on en fait quoi? Sans accompagnement, bon, je dis pas, hein, c'est peut-être possible, mais ça doit reposer sur un travail personnel, une évolution, un cheminement intérieur qui est quand même pas rien, quoi. Je fais faire une réponse paradoxale parce que toute addiction confondue, tout produit confondu, y compris le fameux crack, la majorité des addicts arrêtent sans consulter. Ok, donc Et ça, l'arrêt ne nécessite pas la consultation. Alors, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'effectivement, on peut avoir la chance que notre vie fasse que les mécanismes qu'on vient d'évoquer, casser une habitude, rencontrer une satisfaction, changer un peu d'environnement, ce que tu disais, Michael, à un moment, ben, voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir la chance que la vie, l'expérience de vie nous apporte ces différents domaines qui vont s'emboîter. Et un peu plus que la chance, on peut apprendre. Voilà. À la fin du premier mois, quand on n'a pas consommé, on a repéré que finalement, si on ne va pas à ce lieu-là, c'est mieux. Je pense à quelqu'un, moi, alors, moi, c'est toujours des gens que j'ai accompagnés, mais qui avaient très vite repéré qu'il y avait des soirées et des groupes avec lesquels, à chaque fois, il allait reconsommer. Il y avait des soirées avec des groupes avec lesquels il arrivait à chaque fois à ne pas consommer. Et donc, il ne se privait pas de toute sortie, mais il avait pigé que dans ces groupes-là, les gens étaient plus tolérants, ils étaient moins allez, viens, bois avec nous, fais la fête avec nous, là, ils étaient plus. Et que, voilà. Donc, deuxièmement, quand on est dans des situations d'ornières complexes, avec des histoires de vie douloureuses, là, c'est très dur de s'en sortir sans être accompagné. Voilà. Et là, on est effectivement dans le raisonnement que tu donnes, où ce serait dommage de perdre du temps avant d'aller se faire aider. Il faut se faire aider, y compris parce que les séquelles qu'on a en nous, qui sont pas forcément l'addiction, mais qui sont les séquelles des événements vécus avant, voilà. Ou bien parce que la façon dont on est coincé dans le travail, dont on est en souffrance tous les jours, parce qu'on est dans une ambiance de travail délétère et tout seul, on s'en sortira pas. Et enfin, moi, si je fais le parallèle avec le comportement alimentaire, c'est vrai que la mise en action de allez, j'arrête, aujourd'hui je change, je passe à un autre fonctionnement, peut-être le soulagement dont Thierry aussi parle quand il dit j'ai pris ma décision, c'est terminé, c'est fini. Finalement, si
sur certains terrains, cette mise en action un peu radicale, un peu comment dire, rigide, n'est pas forcément toujours très... Dans la durée, n'est pas forcément, en tout cas, la bonne au niveau de l'alimentation. Est-ce que dans les addictions, c'est la même chose? C'est-à-dire, finalement, cette rigidité et d'aller consulter, ça permet, moi, dans ce que j'entends aussi, de remettre de la flexibilité dans la prise en compte de la complexité, on va dire, de tout ça. Oui, 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 dans l'addiction, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça correspond à l'expérience alimentaire, mais alors, d'abord, il faut qu'on soit tolérant. Il y a un certain nombre d'histoires où les personnes vont passer par des solutions rigides et elles en ont besoin. Mm. Ouais. Et elles vont s'en sortir de l'extérieur, on va le dire, en se construisant presque une, une enveloppe. Voilà. Donc, elles vont être un peu. C'est les abstinents un peu agressifs. C'est-à-dire que. Une barricade un peu, une Ouais, une grosse barricade, voilà. protection. Ouais. Voilà. Donc, ils sont un peu agressifs. Après tout, ils ont bien le droit d'être agressifs parce que ils se font encore tellement emmerder parce qu'on veut obligatoirement les refaire retomber de la consommation. Voilà. Mais idéalement, il faut rester dans la souplesse. Voilà. Idéalement, c'est mieux la souplesse. Et qu'on repère sur un mécanisme qui est le mécanisme de l'élastique. C'est-à-dire que, ouais, je vais rien prendre, ainsi de suite, tu vas voir. Alors, c'est un peu, moi je dis ça, c'est les modèles un peu virilistes. Ouais. On est des hommes, on a décidé qu'on le fera plus, tu vas voir, on le fera plus, on le fera plus, on le fera plus, on le fera plus. Et puis, au bout d'une semaine de on le fera plus, on craque et boum, l'élastique repart dans l'autre sens. Ouais, comme dirait un de mes patients, putain, on se prend une caisse, mon gars, ça explose tous les records. Voilà. Donc, il y a ce double repère, le repère de l'élastique et puis le repère de la rigidité qui, au quotidien, va quand même gêner un peu certaines situations de vie. Donc, choisir un accompagnement qui permet d'être à la fois très cohérent, hein, parce que la souplesse, c'est pas le flou, c'est pas Oui. hein, d'être très cohérent, mais d'être dans quelque chose qui permet d'y aller avec un peu plus de souplesse, en associant bien-être et prise de décision. Euh, Idéalement, c'est ce qu'on peut conseiller. C'est marrant parce qu'il y a une question là-dedans qui est un peu difficile parce qu'il y a à la fois il faut de la souplesse, et il faut être pas trop rigide, il faut one day at a time, j'entends. Et aussi la question c'est est-ce qu'il faut avoir un objectif ou pas, parce que quand on a un objectif forcément c'est très rigide, et nous par exemple quand on a démarré sur la poids, j'avais un objectif, et là quand on démarre sur l'alcool, j'ai un objectif, parfois ça m'aide, parfois ça m'aide pas. Avec le poids ça m'a pas aidé, mais par contre avec l'alcool ça m'a aidé. Donc c'est difficile à dire est-ce qu'un objectif est une bonne chose ou une mauvaise chose. Évidemment qu'il faut qu'on ait un objectif. Sinon, on ne sait pas où on va. Donc, effectivement, il faut qu'on ait un objectif. Effectivement, il faut que cet objectif, il nous challenge un peu. Après, tout le travail qu'on fait en s'auto-prescrivant ou en étant accompagné, c'est que l'objectif soit atteignable Oui. et qu'il ne soit pas destructeur. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que l'objectif soit atteignable et pas destructeur, que ce ne soit pas une espèce d'idéal qu'on s'impose et avec les dangers d'un idéal qu'on s'impose, y compris si on n'arrive pas à l'avoir, parce qu'il va nous renvoyer du coup qu'on est minable, qu'effectivement on a vraiment un problème, ainsi de suite. Donc toute une partie du travail, quand on accompagne, pour rester sur les situations les plus classiques d'accompagnement, ça va être de réfléchir et d'aider la personne à réfléchir à quelles ressources elle a, quelle vulnérabilité elle a, et est-ce que cet objectif est à mettre là, ou est-ce qu'on le garde pour un peu plus tard et on commence par celui-là. Je me souviens d'une personne, ça l'avait beaucoup amusé, parce que je me dis, bon, je ne pensais pas que... Je dis, mais si, je lui dis, ben, par exemple, puisque vous imaginez pas ne pas consommer des bières, mais si pour vous, et que les premières tentatives de ne pas consommer avaient échoué, ça avait été de lui dire, mais choisissez les bières les moins alcoolisées. Et vraiment, choisissez les bières les moins alcoolisées. Il y a un mécanisme, sur quelqu'un comme lui, ça se voyait, qui est qu'une fois que vous avez rempli l'estomac, c'est difficile d'en mettre plus.
Bon, les buveurs de bière adorent, notamment les messieurs, raconter qu'ensuite on va faire pipi, ça donnait des chansons de Jacques Brel, ainsi de suite, voilà. Hein. Mais même en faisant pipi, quand vous avez bu vos litres, que l'estomac est plein, que hein, bon, si vous l'avez rempli avec la même quantité de litres, mais un peu moins de degrés d'alcool, vous avez commencé à bouger quelque chose. Vous avez commencé à bouger quelque chose. Voilà. Le truc de l'objectif, ça peut aller même. Alors, aucune solution n'est placable sur tout le monde. Mm. Oui. La solution qui est bonne pour l'un est mauvaise pour l'autre. Mais ce qui est intéressant, pour moi, c'était de répondre à ta question sur l'objectif. C'est l'objectif, il peut être de gagner un demi-millimètre. Mais il faut gagner un demi-millimètre. La vis la plus coincée, le meilleur moment de la vis la plus coincée, c'est le premier millimètre où elle bouge. C'est une jolie image. C'est le Ouais, premier super. millimètre où elle bouge. Donc pour les personnes qui nous écoutent, qui se posent la question sur de l'année sobre, peut-être, et même de dry January, en fait, c'est d'abord faire un dry lundi, quoi. Et peut-être après, c'est un dry week-end quand même, parce que normalement, le week-end, on a plus de tendance de boire. En fait, c'est de démarrer là. Oui, mais les personnes qui nous écoutent, elles sont peut-être aussi dans la situation où tu as été, Thierry, et elles se disent, maintenant, c'est l'année sobre qui est le défi pour moi. C'est-à-dire que chacun doit tailler son objectif à l'endroit où il le challenge. Voilà, la personne qui a déjà fait 4 dry January, ben, ça n'a pas intérêt de le tester. Fais-toi un trimestre January, un semestre January ou une année sobre. Et Voilà, montre le challenge. c'est marrant parce que c'était exactement où j'étais. J'avais fait plusieurs fois de dry January, etc. Et je trouve marrant parce que même en démarrant, je disais, OK, je vais réussir parce que j'ai déjà réussi. Mais j'étais pas prêt pour le côté émotionnel que ça fait, tout ce chemin que je suis en train de faire depuis 9 mois maintenant. Et surtout l'effet d'en parler avec Fanny et avec des personnes comme vous. Que en fait c'est d'avoir un espèce de reportage que je fais, un diary où j'écris mes idées et mes réflexions, et ça me fait beaucoup progresser sur le comment et pourquoi. Oui, parce que par ailleurs, on découvre qu'au-delà de la fonction qu'on lui avait confiée à cette substance, petit à petit, sa consommation quotidienne, répétée, devient envahissante, et petit à petit, elle va estomper d'autres choses. C'est-à-dire qu'elle va modifier notre rapport global à nos émotions, pas que à ce pourquoi, entre guillemets, je l'avais fait au départ. Au départ, je peux la prendre pour faire la fête, je peux la prendre par rapport à un trauma spécifique, mais le fait d'être dans ce mécanisme-là, c'est une espèce de contagion. L'ornière se creuse, la tache d'eau s'élargit. C'est-à-dire que je le prends au début parce que mes parents me cassent les pieds quand je reviens de l'école et tout. Donc, du coup, je me fais un petit joint tranquille avec un copain pour que quand ils vont me dire alors ce que tu as travaillé, quand ça s'est passé et tout, je sois tranquille, anesthésié. Mais après, on est un jour de la semaine, il n'y a rien eu de particulier à l'école, et juste quelqu'un me fait une remarque, ben, je vais aller chercher la même solution. Et puis après, c'est au boulot, je vais chercher la même solution. Et je me réveille 6 mois plus tard, la solution que j'utilisais dans tel contexte, je suis en train de la généraliser. Et donc au moment où je fais l'expérience d'étendre, à l'inverse, la sobriété, non pas juste sur un mois, mais sur 2, 3, 4, 5, 6 mois, je redécouvre des plages d'interaction, je redécouvre des situations. Je ne sais pas si ça vous parle, Thierry, mais quand on accompagne les personnes dans la sobriété, alors notamment sur un parcours d'une année, moi j'adore les faire réfléchir à la saisonnalité de l'abstinence. Voilà. Quelqu'un qui a rentré dans l'abstinence en été, en hiver, méfie-toi, l'été arrive. Du coup, quoi, ça fait déjà 6 mois que je suis sobre. Ouais, mais t'as pas fait l'expérience du barbecue. Ouais. Et c'est pas la même chose. Voilà. Le premier barbecue qui va arriver avec le rosé qui circule. Là, tu as fait l'expérience en hiver, j'enlève mon manteau, je rentre chez moi, je refuse l'alcool, ainsi de suite. Mais là, l'expérience de la terrasse, l'expérience du barbecue, voilà. Et il y a tous ces contextes-là qui sont sur la durée qu'on va retrouver. Ouais, j'avais quand même démarré pour le Coupe du Monde de rugby, donc c'était plus Voilà. dur, je pense. Tu avais commencé par le plus dur, ça, c'est sûr. Et dans le cas de Thierry, là, j'ai une question sur la suite. Du coup, il fait son année sans alcool. C'est vrai que finalement, on est presque à 1 an, enfin pas tout à fait, mais quasi. La suite, alors, les gens qui sont dans ces démarches-là que vous suivez,
Ils font une année et puis ensuite ils reprennent. Est-ce qu'on peut reprendre de manière modérée? Est-ce que finalement, quand on a eu une conduite addictive, est-ce que on n'a pas une tendance ensuite à recreuser l'ornière par défaut? Ou alors est-ce qu'il faut poursuivre un suivi avec cet objectif de modération? Voilà, question de suite. Il y a aucune obligation à rester sobre, bien évidemment, mais c'est une question qu'il faut traiter très sérieusement. D'abord parce que l'abstinence ne devrait pas être une honte, ne devrait pas être une tare, on ne devrait pas avoir à la justifier. Parmi l'intérêt du Dry January, c'est la liberté du choix, et c'est souvent ça qu'on expérimente, puisque le Dry January, il s'adresse plus clairement à des personnes qui ne sont pas des malades alcooliques, hein, parce que le malade alcoolique, pour lui, le Dry January, ça peut être compliqué à faire du premier coup. Donc, il s'adresse plutôt à des consommateurs d'habitude qui sont pris là-dedans. Et il a un premier effet qui est de voir à quel point il est difficile socialement de demander aux gens autour de nous de respecter notre liberté de choix. Et je veux raconter une anecdote, j'ai même ce fameux patient, des fois un peu comme ça, un peu festif, vu son rythme de travail, parfois je lui donne rendez-vous dans des cafés. Bon, en disant, écoute, moi je termine un cours à tel endroit, donc si vous pouvez me retrouver à tel endroit, on passera 1 heure dans le café, on fera la séance, voilà. Donc ça lui va très bien. Et la première fois, il arrive et il me voit assis derrière une boisson tout à fait respectable. J'adore les agrumes, donc un Schweppes particulièrement agrumé. Et il me regarde, il me dit, oh putain, ça fait boisson d'ancien alcoolique. J'ai plein d'œil. Quand même, pas vous, pas vous, pas vous. J'ai quand même le droit. J'ai dit, en plus, c'est pas ça. Si j'étais ancien alcoolique, j'aurais pas honte de le dire, mais c'est pas ça. C'est que j'adore ça. C'est au contraire mon caprice. Voilà. Euh, Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, la personne qui a eu un trajet, qui a eu l'ornière, elle a peut-être un terrain vulnérable. Et parfois, en faisant le trajet, elle a vu qu'elle avait un terrain vulnérable. Et donc, pour elle, c'est clair, on va lui dire, maintenant que tu as atteint l'abstinence, reste-y. Il n'y a aucune honte à en avoir. Défends-toi des autres, on va te défendre des autres. Et sois un abstinent heureux. L'abstinence, c'est pas synonyme de faiblesse. Et puis, de l'autre côté, il y a des... Alors ça, pour le coup, parfois, c'est bien de se faire aider, de prendre le temps de réfléchir. Puis de l'autre côté, il y a des personnes qui vont choisir d'avoir des consommations modérées, voilà. Sachant que toute consommation d'alcool ayant des risques pour la santé, encore une fois, pas forcément en termes d'addicto, mais cancérigènes et autres, plus elle sera modérée, mieux c'est. Voilà. Mais les personnes qu'on accompagne souvent dans les centres, rester sur l'abstinence, c'est plutôt quelque chose de logique, qui non pas parle d'une faiblesse qu'elles auraient, parce que, encore une fois, on leur remettrait le stigmate, mais qui parle que leur terrain à eux fait qu'il est mieux de se passer de cette substance et que contrairement à ce que culturellement on essaye de nous faire croire, c'est pas être une sous-femme ou un sous-homme, manquer de plaisir, manquer de compétences, que de choisir de se passer de ce type de produit. Au contraire. C'est intéressant parce qu'on n'a pas vraiment parlé de ce après pour moi et j'avais écouté quelque chose récemment par rapport à l'idée de striving et que striving c'est que j'essaie d'atteindre un objectif on va dire et qu'en fait tout l'intérêt est là-dedans et pas forcément l'objectif à la fin parce que je me dis oui après mon anniversaire quand j'aurai 50 ans est-ce que je vais boire un coup et en fait j'ai pas envie encore et même si mon objectif est fini serait fini à 50 ans ok cool j'arrive pas à me projeter si je veux voir ou pas voir. En fait, ouais, donc je pense que je vais juste continuer un petit peu parce que je trouve que l'intérêt est dans le parti striving, qui est dans la partie où j'essaye dans le, c'est pas la combativité, oui, le chemin qui est plus intéressant que le but à lui-même. Et puis, il y a une autre chose qui se dégage quand on arrête de consommer une substance psychoactive, c'est-à-dire qu'on en perd l'effet positif. Soyons clairs, hein, toute substance, c'est pour ça qu'elles ont ce succès. Elles ont un effet positif. C'est des substances pharmacologiques, chimiques. Oui, si je prends de l'opium, je sens moins mes douleurs. Oui, si je prends de la cocaïne, je sens moins ma fatigue, je suis plus stimulé. Oui, si je prends tel et tel, l'alcool est un anxiolytique, ainsi de suite, un euphorisant. Voilà. Donc faut pas raconter de contre-vérité. Elles ont des effets, entre guillemets, positifs, des effets qui apportent. Mais elles ont aussi, c'est ce qui fait la séduction de ces substances depuis la nuit des temps vis-à-vis des humains qu'elles sont,
elles sont à la fois positives, à la fois négatives. Et donc, quand on arrête, on a parfois la chance d'avoir réussi à reconstituer sa boîte à outils pour trouver les effets positifs autrement. Donc, on n'est pas perdant du côté positif, on est capable de faire la fête, on est capable de s'amuser, on est capable de faire rigoler dans une soirée, même de rugbyman, sans avoir le verre d'alcool à la main. Et on identifie les effets négatifs qu'on n'aura plus. On sait que le lendemain, on n'aura pas la gueule de bois. On sait qu'on n'aura pas 3 heures à redémarrer le cerveau s'il faut être performant. On sait qu'on n'aura pas le corps fatigué pendant 3, 4 jours s'il faut se remettre. C'est-à-dire qu'il y a aussi, si on sort du schéma obligatoirement du gros malade alcoolique, mais de la personne qui a eu des années d'un peu de surconsommation, quand elle arrête, elle peut choisir d'être abstinente, non pas parce que si elle recommencerait, ce serait tout de suite une catastrophe, mais parce que pourquoi recommencer puisque j'ai appris pendant cette période de sobriété à faire autrement, et puis, et qu'à l'inverse, faire autrement me fait économiser. Euh, voilà, moi j'ai toujours dit à mes garçons, mais apprenez à faire la fête. Ayant le père qu'ils avaient, qui était originaire du Sud-Ouest, ils avaient un arrière-plan que la fête, c'est pas toujours sans produit. Voilà. Donc j'ai pas essayé de leur raconter des cracks, mais je me suis battu pour qu'ils aient suffisamment l'expérience de la fête sans substance. Et j'ai eu, comme moi, la chance de voir que petit à petit, dans un certain nombre de circonstances. Et pour le dire crûment, par exemple, sur un événement de vie qui rappelle la question que vous me posiez, est-ce qu'on peut s'en sortir tout seul? Quand l'aîné est devenu papa, il y a un certain nombre de soirées où il n'avait plus du tout envie de consommer et où il utilisait tout ce qu'il avait appris de sa capacité à s'amuser pour le faire sans consommant, et y compris avec ses copains rugbyman, y compris avec ses copains qui, eux, faisaient péter les bouteilles, comme on disait dans la soirée, et lui ne se sentait pas triste et n'était pas vécu comme le triste cire dans cette soirée. Il chantait comme les autres, il rigolait comme les autres, il faisait la fête comme les autres. Simplement, au petit matin, il était frais pour aller donner le biberon ou changer le petit. Ouais. Non, mais C'est pas mal. alors, ça fait un peu, ça fait un peu conte de fées. Non, mais j'avais pas. Non, non, mais on... Oui, Je c'est le très dis comme ça clair. parce qu'il voilà, il vient de Très m'annoncer clair. ils vont avoir avec sa compagne un deuxième, donc ça me réactive le souvenir de la première. Mais voilà, et j'aurais des exemples plus personnels de soirées comme ça où on se dit, mais j'ai pas l'inconvénient, j'ai pas de manque du côté de l'effet positif et j'ai pas l'inconvénient du côté négatif. C'est ce qu'on apprend dans la nourriture par rapport à surmanger. Oui. Quand on apprend à ne plus surmanger et on ne se prive pas du plaisir de manger, mais voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai, non, mais il y a vraiment, énormément de liens. Alors, je vous remercie en en plus pour tout ça. Mais alors changer une habitude, alors du coup, ça prend, est-ce qu'il y a un temps un petit peu, étudié, classique, Non, non, moi j'ai envie de vous dire non, parce que d'abord je déteste la mode qu'on a aujourd'hui de nous donner, pour le coup, des objectifs, voilà, parce que le temps de l'un ne sera pas le temps de l'autre. OK. Sur la temporalité, il y a deux paramètres. Il faut donner le temps à la personne, mais ça ne veut pas dire lui dire revenez plus tard, augmentez votre motivation, vous n'êtes pas prêt. C'est-à-dire que toute personne qui vient, il y a quelque chose à faire avec elle et on se met au travail tout de suite. Ensuite, sur changer les habitudes, oui, on verra toujours celui qui vous dira, moi j'y suis arrivé en 3 mois, en 3 semaines, bravo, chapeau, en 3 jours. Et on verra un autre qui vous dira, ça a été une longue bataille, il m'a fallu 3 ans, il m'a fallu 4 ans, il m'a fallu 5 ans. Voilà, soyons un peu. Les humains sont très différents, soyons respectueux de ça, mais voilà, c'est une double temporalité, il faut agir tout de suite, on commence à agir tout de suite, et la temporalité, elle se déterminera individuellement. On avait une question sur qu'est-ce que les gens peuvent attendre à la fin d'un dry January, mais en fait, ça dépend, c'est ce que j'entends, que ça dépend un peu de la personne. Mais au minimum, ça va mettre un peu de lumière sur le nombre de fois par semaine qu'on est invité à boire un coup. Ça, c'est assez frappant, en Et fait. puis sur l'intolérance, parfois, je ne suis pas agressif quand je dis intolérance, hein, mais enfin, cette espèce de pression collective que des groupes vont mettre pour que l'on consomme. C'est vraiment c'est fascinant. C'est-à-dire que si dans les collègues belges, ils appellent le Dry January, ils l'appellent la tournée minérale. Et au départ, et certains continuent de le faire,
Le but, c'était pas de s'enfermer chez soi, c'était d'aller dans les bistrots et avec certains bistrotiers qui étaient d'accord, de dire, mais on va tous boire, on va rigoler comme des fous, mais sans alcool. Voilà. C'est vachement plus vendeur. Ah ouais. Voilà, voilà. Alors il faut y aller voilà, et de dire on va changer la pression sociale. C'est celui qui va boire tout seul dans le bistrot qui va presque se sentir un peu coupable, dire allez je vous rejoins aujourd'hui, faites-moi péter une eau minérale. En faisant un peu des recherches, bah voilà, avec Thierry qui faisait l'année sobre, on est tombé sur que c'était quoi sur les réseaux, sur des coachs de sobriété. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Et qu'est-ce que vous diriez aux gens sur cette communication sur les réseaux autour de cette sobriété qui est en train de devenir quelque chose qui est à la mode en fait? Et cette mode autour de tout Comme ça. tout truc à la mode, faut se méfier. Il y a quelque chose de très intéressant. Je pense que si vous connaissez, il y a quelqu'un qui est en train de monter sur les réseaux sociaux, je crois qu'il s'appelle le Sobrelier, qui est un ancien amateur de vin et comment on appelle ça, les spécialistes du vin, au contraire, les œnologues, voilà, hein, et qui s'est recyclé sur des boissons fortes, avec des identités de goût fortes, mais sans alcool, voilà. Et qui apporte cette notion du goût, de la saveur, des mariages, tel aliment et tel truc, avec son savoir-faire qu'il avait, et donc il l'a mis sous le type de la sobriété. Dans les coachs de sobriété, il y a des gens qui sont d'anciens malades alcooliques, qui ont fait l'effort de se former, de prendre une distance avec leur expérience, de la remettre dans un certain savoir et qui vont pouvoir aider la personne. Ils ne pourront pas l'aider sur la troisième étape, celle, je vous disais, où on va travailler quand c'est le cas sur des données personnelles, mais le fait qu'ils aient eu cette expérience leur permet d'être très bons, parfois même meilleurs que certains professionnels, sur l'étape 2 de changement des habitudes, s'ils ont fait l'effort de se former, de prendre du Ouais. recul. Et puis, comme partout, quand il y a des modes, vous le connaissez, alors dans l'alimentaire, vous en avez un certain nombre, c'est de purs escrocs. Voilà, il faudrait pouvoir à chaque fois avoir le courage de les dénoncer et de dire, voilà. Et là, c'est souvent les purs escrocs qu'on voit le mieux en premier, parce que ça va avec leur compétence à utiliser les réseaux sociaux pour se faire repérer. Mais vous voyez, dans les trois étapes, l'alliance thérapeutique, le travail de démontage des habitudes, puis le travail, si c'est le cas, sur les motivations de fond, sur la deuxième étape, ces personnes peuvent parfois apporter de vrais savoirs intéressants. On a eu une conversation très intéressante avec une personne de alcoolique anonyme aussi, et c'était très riche Exactement. pour en parler. C'était super intéressant. Pour finir, en fait, il y a pas mal de questions qui nous restent, mais peut-être c'est difficile de dire, mais l'alcool est tellement ancré chez nous, en fait. Et ancré, par exemple, on a parlé rugby parce qu'on est tous les deux liés à ce sport-là. Et en fait, ça devient une perception de soi, en fait, et en fait, c'est marrant parce que vous avez parlé de l'idée de se projeter sans alcool et j'arrivais pas du tout à faire avant, comme j'arrivais pas à me projeter sans clope, en fait, avant. En fait, donc, la question, c'est que, quelle place est-ce que l'alcool devrait avoir finalement dans notre vie? J'en sais rien. Je dirais, la, mon tempérament ne porte pas à la radicalité absolue. Donc, je ne demande pas qu'on arrache toutes les vignes et qu'on plante des champs de cannabis. J'ai des collègues qui sont des militants du cannabis et qui disent que finalement, le cannabis est moins problématique que le tabac et remplaçant. Voilà, je ne crois pas que tout le monde peut faire une vie sans de temps en temps aller du côté des SPA, des substances psychoactives ou des objets hyperactifs. Je pense qu'une partie des problèmes de notre société, c'est la violence commerciale avec laquelle on nous les impose. L'alcool ne devrait pas avoir cette place dans la pub, l'alcool ne devrait pas avoir cette place dans le commerce, dans l'économie. Voilà. Et par exemple, les expériences de légalisation de cannabis qui m'intéressent le plus sont celles où les États qui légalisent le cannabis se donnent deux principes. Un, que l'économie de l'État ne dépende pas du commerce du cannabis.
Voilà. C'est-à-dire pour qu'eux-mêmes, en tant qu'État, ils ne deviennent pas piégés par ce qui deviendrait le lobby du vice. Le deuxième, que les techniques de commercialisation, de présentation, d'aller vers le futur acheteur soient contrôlées, régulées pour que on ne le propose pas trop tôt aux jeunes, on n'ait pas des techniques de vente qui vont piéger les adultes, que comme l'alcool dans les supermarchés, ce soit pas ce qu'on voit en premier et de façon automatique. Voilà, c'est-à-dire que on joue sur les deux. L'État ne doit pas en dépendre pour qu'il soit maître de la loi face au lobby. Et deux, toute l'agressivité commerciale sur ces produits-là devrait être contenue et l'État devrait jouer un rôle protecteur. Ensuite, que ces objets continuent de circuler, que certains objets, substances psychoactives continuent de circuler, je crois qu'il n'y a pas de société qui fonctionne bien si on n'a pas cette part un peu de zone grise dans laquelle on se perd quelque temps. Mais si les deux premières conditions sont respectées, on s'y perd quelque temps et c'est plus facile de se remettre sur la route. Et ce que j'entends aussi, c'est que effectivement, enfin, tout l'aspect de prévention, je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez beaucoup développé. C'est central finalement dans la prévention, d'éducation aussi de les jeunes autour de cette consommation, de cette prise de recul, de ce. Mais surtout, ce qui est central, c'est que la prévention, c'est éduquer aux trois grandes fonctions, le plaisir, la souffrance et l'augmentation de soi, en leur disant tu peux le faire autrement qu'en passant par la substance. On retrouve certaines vertus du sport quand il n'est pas trop vite monnayé. Hein. On retrouve ce qui se joue dans les familles quand on apprend à se dépasser, quand on apprend à accepter d'être triste, quand on apprend à consoler quelqu'un. Voilà, c'est des choses qui peuvent paraître naturelles, mais aujourd'hui, on est dans une société où dès qu'il y a une tristesse, on dit on va te donner une substance. Dès qu'il y a une fête, on va dire prends des substances ou prends des objets. Et parfois, nous, pauvres parents, on se bat en leur disant, mais attends, pourquoi tout de suite un objet, un truc extérieur? Allez, va chercher en toi. Et quand on arrive à les attraper et à leur faire trouver en eux, ils sont comme nous, nos enfants, ils sont vachement heureux. Et ils trouvent ça bien mieux. C'est ça qu'il faut dire aux parents. C'est-à-dire, oui, vous allez vous battre, mais vous allez voir après, ils vont vous en gratifier parce qu'ils sont bien mieux de trouver ces trois clés, pas uniquement dans les produits. Ouais, c'est hyper intéressant. Une chose c'est certain, c'était un vrai bonheur de parler avec vous, Jean-Pierre Couteran. Merci beaucoup d'être passé ici à l'année sobre. Oui, un grand merci. Bonheur partagé. Merci. Excellent quand même, hein? Ah oui, c'est peu de le dire. Hein. Quel entretien. Quand je l'ai réécouté, j'ai entendu plein de choses que j'avais pas forcément entendues dès la première fois. D'une richesse au niveau personnel et professionnel, à mon niveau, juste génial. Ouais, j'ai trouvé dans la dite, c'était assez marrant parce qu'on buvait ses paroles. C'était évident dans l'écoute, on était tellement présent avec lui. Un monsieur charmant, un monsieur bien sûr qui connaît bien son sujet, mais je pense que la chose qui m'a touché le plus par rapport à lui, c'est son humanité, en fait son amour aussi, et c'est de dire en fait que parfois si on est addict à quelque chose, c'est parce qu'on a besoin d'amour aussi, ça c'est la première chose à remplir en fait. Vraiment excellent, donc je suis content qu'on ait décidé de laisser cet entretien dans son entièreté. Il y a plein de choses à retirer, je l'ai écouté plusieurs fois, et chaque fois avec vraiment le grand sourire. Donc merci beaucoup à Jean-Pierre Couteran. Et puis, on vous souhaite un bon Dry January pour ceux qui ont décidé de faire cette expérience. Et on se retrouve dans 2 semaines. Super. J'espère que cet épisode vous a bien plu. Si le chemin de Ticket vous a fait réfléchir sur votre propre relation à l'alcool, vous pouvez trouver dans la description de cet épisode des liens vers des organismes qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Et merci de nous laisser un 5 sur 5 sur Apple Podcast. À bientôt!